Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Après la série de cours sur la pathologie aviaire, il serait important de faire un cours relatif à l'autopsie. Car l'autopsie est une méthode de confirmation d'une suspicion et je pense qu'elle est très importante en aviculture. Donc tout naturellement, je vais vous présenter ce module sous forme pratique car vaut mieux que nous soyons très proches de nos éleveurs. Supposons que vous êtes dans une ferme et on vous interpelle pour une mortalité chez vos sujets. Comment allez-vous procéder? Telle est la question. Donc pour cela, vous allez vous munir d'une fiche d'autopsie qui va vous permettre de faire votre examen nécropsique. Voilà les étapes par lesquelles vous allez suivre. Tout d'abord, il faut rappeler que l'autopsie consiste à l'ouverture d'un cadavre pour se rendre compte de l'état des organes et des causes de la mort. L'autopsie est au cœur de la démarche diagnostique. C'est un élément indispensable au diagnostic final. Elle permet d'affiner les présomptions et de mieux préciser le traitement. Pour faire une autopsie, vous aurez besoin de matériel d'autopsie. Donc pour cela, il serait important d'avoir une caisse d'autopsie. Et la caisse d'autopsie doit être différente de la caisse de la chirurgie. Car le plus souvent, en autopsie, vous serez confronté à des germes qui ont déjà tué des sujets. Rappelez-vous en médecine humaine de la fièvre puerpérale qui est due à des médecins qui font de l'autopsie et puis plus tard qui feront des accouchements et qui finissent par contaminer les nouveau-nés. Donc, il faut distinguer la caisse de chirurgie de la caisse d'autopsie. Donc, dans cette caisse, vous pourrez avoir des gants, des bavettes, des alaises, des lames, des bistouris, des ciseaux, des pinces, des scie fils. Vous pouvez avoir aussi du matériel de prélèvement comme des pots, du formol, des tubes à EDTA et des tubes secs pour des prélèvements. Pour ce qui est des différentes étapes de votre autopsie, la première des choses, c'est de faire le signalement de l'animal. Il faut savoir de quel type d'espèce il s'agit. Est-ce que c'est chez des volailles? Si c'est des volailles, est-ce des poulets de chair, des pondeuses, ou bien c'est une autopsie chez des petits ruminants ou chez des bovins. Dans tous les cas, il faut bien décrire l'espèce qui sera autopsiée. Après cela, il est très important de prendre l'adresse du propriétaire, entre autres le nom, le prénom, l'adresse, au minimum le téléphone afin de lui restituer les résultats et de le contacter s'il a besoin d'informations. S'il y a plusieurs agents au niveau du service, il faut décliner aussi l'adresse du vétérinaire qui fera l'autopsie car il s'agit d'une responsabilité. Après cela, il faut prendre les commémoratifs pour savoir qu'est-ce qu'il a observé dans le cadre de cette mortalité, quels sont les signes cliniques qu'il a observés. Il vous dira par exemple que j'ai constaté qu'ils font une diarrhée hémorragique, ou bien ils toussent, ou bien ils ont des crises convulsivantes, ou bien il les a trouvés étouffés les uns sur les autres. Dans tous les cas, il vous dira quelque chose qui sont les raisons pour lesquelles il a constaté cette forte mortalité, car le propriétaire est le premier responsable, c'est l'observateur, c'est le premier clinicien. Donc il vous dira ses observations. Après cela, vous allez commencer votre autopsie en faisant une description de vos animaux. Quel est l'aspect extérieur? Quel est l'aspect général des carcasses? Quelles sont les lésions cutanées que vous observez? Est-ce qu'il y a des parasites externes? Comment sont les orifices, en particulier le cloaque, les narines, le bec, tous les orifices externes? Comment sont les muqueuses? Est-ce qu'elles sont cyanosées? Est-ce qu'elles sont sales? Comment sont les crêtes, les barbillons? Et quel est l'état de conservation de la carcasse? Il est très important de distinguer les lésions de putréfaction d'une lésion due à une maladie. Après cela, vous allez commencer
par l'ouverture de vos sujets. Supposons que ce sont des poules. Vous allez sur la ligne médiane pour couper la peau et puis vous allez voir le tissu conjonctif sous-cutané. Quel est son aspect? Est-ce que les muscles sont congestionnés? Est-ce qu'il y a des ictères? Est-ce qu'il y a des œdèmes? Est-ce qu'il y a des pétéchies? Tout ce que vous observez au niveau du tissu conjonctif sous-cutané. Après cela, vous allez passer organe par organe, ou plutôt appareil par appareil, en commençant par l'appareil d'appel. Ici, nous allons commencer par l'appareil locomoteur. On va décrire les muscles, mais aussi les os. Après cela, l'appareil digestif, de la cavité buccale jusqu'au cloaque, en passant par l'œsophage, le jabot, le proventricule, le gésier, l'intestin, les sécons. On va les disséquer et on va les examiner et on va décrire ce qu'on observe. Après cela, on passe par l'appareil respiratoire, des narines jusqu'au poumon, jusqu'au sac aérien lorsqu'il s'agit des oiseaux, en passant par le larynx, la trachée, les bronches, les poumons. Vous pouvez faire une réaction de dosimatie en prenant un lambeau de poumon que vous allez mettre dans un flacon d'eau. Lorsqu'il tombe au fond, donc nous avons une réaction de dosimatie positive. Donc ça veut dire que le sujet a été étouffé et qu'il ne s'agit pas d'une mort naturelle. Car lorsque le poumon contient de l'air, il devrait flotter. Après cela, on peut passer aux organes lymphoïdes, en particulier la rate, la bourse de Fabricius lorsqu'il s'agit de poulet, mais aussi les ganglions lorsqu'il s'agit de ruminants. Après cela, on passe à l'appareil urinaire. On va observer les reins, la vessie, le pénis, la vulve. Après cela, l'appareil génital, en particulier les testicules, les ovaires et puis les organes génitaux internes. Pour le système nerveux central, même si c'est rare d'observer des lésions, quand cela ne tienne, on peut observer le cerveau, le cervelet, les nerfs, en particulier le nerf sciatique dans le cadre des poulets. À l'issue de l'observation de tous les appareils et de toutes les lésions au niveau des organes, vous allez faire un tableau clinique sur lequel vous allez dégager une suspicion en disant que c'est probablement la coccidiose car j'ai des lésions d'entérite hémorragique. Il s'agit de la maladie de Gumboro car j'ai une bursite infectieuse, car il s'agit de la maladie de Newcastle car il y a des nécroses au niveau du proventricule. Il s'agit de telle ou telle pathologie. En effet, il y a beaucoup de pathologies qui ont des signes pathognomoniques et en fonction des lésions que vous observerez, vous ferez telle ou telle suspicion. Après cela, vous allez faire des prélèvements pour demander un examen complémentaire qui peut être bactériologique, virologique, parasitologique, histologique. N'oubliez pas de faire des images car cela peut illustrer vos dires et cela peut rentrer dans votre rapport d'autopsie. Donc, comme je le disais, il y a certains signes qui sont pathognomoniques et je vais donner quelques-uns pour que cela serve de mémoire pour les jeunes. La nécrose du bourse de Fabricius dans le cas de la maladie de Gumboro. L'hypertrophie du nerf sciatique dans le cas de la maladie de Marek chez les oiseaux. La nécrose du proventricule dans le cas de la maladie de Newcastle. L'entérite hémorragique dans le cas de la coccidiose. Le signe de piano dans le cadre de l'encéphalomyélite, des lésions croûteuses dans le cadre de la variole aviaire, des pus oculaires avec des barbillons tuméfiés dans le cadre de la pasteurolose, une chute de ponte dans le cadre du syndrome de chute de ponte. Donc voilà quelques signes pathognomoniques, quand bien même il y en a beaucoup que vous pouvez observer, comme dans le cadre du charbon symptomatique avec les lésions, les tumeurs crépitantes qui sont aussi pathognomoniques du charbon symptomatique. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre d'une autopsie. Nous allons donner un exemple dans le chapitre suivant, c'est les résultats d'une autopsie qui a été réalisée chez le chat.